Donc, je vous propose de commencer. Donc, merci de vous être connectés nombreux à ce deuxième webinaire que nous organisons sur le thème de la flavescence dorée. Donc, ce sont des webinaires qui sont organisés dans le cadre de la commission viticulture, œnologie bio, co-animée par l'IFV et l'ITAB. Donc, nous avons décidé d'organiser des webinaires sur le sujet de la flavescence dorée, car la maladie, malheureusement, continue à être bien présente dans les vignobles méridionaux et s'étend sur les vignobles septentrionaux. Donc, ça nous paraissait important de faire un état des lieux des connaissances sur cette maladie. Donc, on a organisé le premier webinaire jeudi dernier. Donc, c'était un état des lieux des connaissances scientifiques et de la présence de la maladie dans les vignobles français. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la lutte, sur la gestion contre cette maladie. Donc, pour cela, on aura 4 interventions. Donc, la première d'Antoine Verpy, qui est le directeur du GEDON du Libournais, qui nous fera un état de lieu de la gestion de la flavescence dorée à l'échelle d'un territoire, en l'occurrence en Gironde. Ensuite, 2 interventions sur la gestion de la lutte contre la cicadelle en bio. Donc Margot Huette, qui est chargée de mission technique viticole chez Sudvin Bio, et Claire Maisonneuve, technicienne en viticulture biologique chez AgroBio Périgord. Et enfin, je ferai une dernière intervention sur les projets de recherche en cours ou récemment terminés sur la flavescence dorée en France. Donc au niveau du déroulé du webinaire, donc on aura une première série de questions suite à l'intervention d'Antoine Verpy. Et ensuite, on groupera les questions après mon intervention. Donc, toutes les questions que vous posez sur la gestion de la cicadelle en bio ou les projets de recherche, on les verra à la fin du webinaire. Pour poser les questions, donc, vous avez un outil dans le logiciel qui s'appelle Questions. Donc là, vous cliquez dessus et vous pouvez saisir votre question, elle nous sera envoyée. Petite précision, le webinaire est enregistré et donc il sera accessible en replay. Donc pour information, le webinaire de jeudi dernier est déjà accessible sur le site internet de l'IFV. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et puis on va attaquer des présentations donc, avec l'intervention d'Antoine Verpy. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc je vais commencer. Donc je suis Antoine Verpy, je suis le directeur du GEDON du Libournais. Je vais vous présenter un exposé basé sur la gestion de la flavescence dorée à l'échelle d'un territoire local, l'exemple des stratégies qui sont développées dans le département de la Gironde. Et pour cela, j'ai reçu également bien le soutien technique d'autres GEDON qui m'ont transmis des données. Donc mon exposé va parler des méthodes mises en place par les GEDON dans le département de la Gironde et pas uniquement celui sur lequel je travaille. Avant de commencer vraiment cet exposé, on va faire un rappel général de la flavescence dorée pour les personnes qui seraient connectées et qui ne seraient pas venues au premier colloque. Donc, juste quelques minutes pour faire, pour qu'on ait tous les mêmes bases de discussion en termes de biologie. Donc, la flavescence dorée, c'est une maladie à phytoplasme qui est causée donc, par un phytoplasme, c'est-à-dire une bactérie sans paroi, et qui est présente dans la quasi-intégralité du vignoble français. Donc, ce phytoplasme, il se déplace à l'intérieur de la sève élaborée. Il est présent à l'intérieur des racines pendant l'hiver et dans les parties aériennes pendant le printemps et l'été. Et il entraîne la mort et le dépérissement rapide des ceps qu'il a contaminés, puisque cette maladie est incurable. Et elle possède une forte capacité de propagation épidémique liée à son vecteur que je vais vous présenter par la suite. De ce fait, elle est classée organisme de quarantaine à l'échelle européenne et à l'échelle, bien sûr, française, avec des modalités de lutte obligatoires qui sont régies par arrêté ministériel traduit en arrêtés préfectoraux. Donc, cette maladie, elle a un temps de latence minimum de 1 an, c'est-à-dire que les ceps vont exprimer des symptômes 1 an après l'inoculation de la maladie par un insecte ou par un autre biais. Et donc, c'est-à-dire que les symptômes que vous voyez apparaître pendant l'été sont des symptômes qui datent au minimum de 1 an. Donc, vous voyez là des photos sur ces pages blancs et ces pages noires. Et elle a une caractéristique, c'est qu'elle a une forte différence de sensibilité variétale. Hein. Il y a des cépages qui sont plus ou moins sensibles
Et en réalité, ces différences de sensibilité ne sont pas uniquement liées au cépage, mais elles sont liées au couple cépage porte-greffe. Et je vous renvoie au colloque de jeudi dernier qui explique bien précisément tout ça. Donc, la cicadelle de la flavescence dorée, c'est le vecteur et le seul vecteur épidémique, je souligne le mot épidémique, connu en France. Donc, il existe d'autres vecteurs de la flavescence dorée, d'autres insectes capables de faire la vection de la flavescence dorée vers la vigne. Toutefois, ces vecteurs ont un rôle introductif et ne sont pas responsables d'épidémie de la flavescence dorée. En effet, cette cicadelle se nourrit exclusivement sur le genre Vitis et elle est donc capable de multiplier et de propager très rapidement la flavescence dorée à travers le vignoble. Donc, le maximum de multiplication que nous avons observé sur le secteur du Génon du Libournais, c'est une multiplication de la maladie par 35 entre 2 années sur une même parcelle de Cabernet Sauvignon. Donc, quand on s'intéresse à la biologie de cette cicadelle de la flavescence dorée, la première chose à savoir, c'est que c'est une cicadelle qui ne pose absolument aucun souci de nuisibilité en absence de flavescence dorée. Donc, lorsqu'il y a des éclosions, les larves sont saines, il n'y a pas de présence de la maladie, ce qui fait que cette cicadelle se fait souvent bien oublier dans les vignobles où la maladie n'est pas présente parce qu'on n'a pas l'habitude de l'observer puisqu'elle ne pose pas de problème. Donc, son cycle biologique est assez simple. Elle réalise un cycle par an avec donc les œufs qui sont insérés dans les vieux bois sur la vigne. Et on va avoir les éclosions qui vont avoir lieu entre mi-avril et début mai de chaque année. Donc, suite à ces éclosions, on va observer le premier stade larvaire et 5 stades larvaires vont se succéder au cours du printemps puis du début de l'été. On va observer ensuite les adultes qui vont émerger entre juin et juillet. Et donc, les adultes qui sont ailés et qui vont pouvoir se déplacer à plus longue distance. Et ces adultes vont voler pendant toute la durée de l'été, puisqu'ils sont capables de survivre jusqu'aux premières gelées, donc fin septembre, début octobre. Et donc, bien évidemment, si cet insecte se nourrit sur des plants de flavescence dorée contaminés, il va, après une période d'incubation de la maladie d'environ 30 jours, être capable de réinoculer cette maladie à d'autres cèpes. Donc, la problématique est assez simple puisqu'il réalise ses repas plutôt sur la période de mai à juillet, et alors que, bien évidemment, les symptômes de flavescence dorée ne sont pas encore visibles puisque les symptômes sont visibles pendant l'été. Et c'est pour ça qu'on dit que la flavescence dorée a souvent un tour d'avance en termes de propagation. Donc, en termes de méthode de lutte, on rappelle souvent donc, les 3 piliers de la lutte contre la flavescence dorée. Et moi, je vais en rajouter un 4e qui va me permettre de faire ma transition vers ma partie. Donc, le premier pilier de la lutte, c'est d'éviter d'importer la maladie dans la parcelle en plantant du matériel sain, des complants ou des plants, c'est-à-dire des plants qui ont été traités à l'eau chaude, puisque c'est la seule manière de s'assurer que les plants plantés n'hébergent pas de phytoplasme, de la flavescence dorée. Deuxième chose, de gérer les zones réservoirs potentielles de flavescence dorée aux abords des parcelles en détruisant les repousses de porte-greffe et en surveillant l'apparition de vignes non cultivées qui peuvent éventuellement héberger ce phytoplasme. Deuxième pilier d'action, prospecter régulièrement le vignoble. Troisième pilier, lutter efficacement contre la cicadelle de la flavescence dorée, c'est-à-dire réduire à zéro, puisqu'il n'y a pas de seuil de nuisibilité dans le cas d'une maladie de quarantaine. Donc, réduire à zéro les populations de cicadelle de la flavescence dorée temporairement dans les zones contaminées, le temps d'assainir complètement ces zones. Et puis, dans les secteurs où il n'y a pas la présence de la maladie, il faut à minima être capable d'évaluer les populations de cicadelle de la flavescence dorée en présence pour être capable de connaître le niveau de risque s'il y a apparition dans le futur, localisation d'un foyer de flavescence dorée qui n'était pas connu. Et enfin, je rajoute un 4e pilier, c'est qu'il faut proposer un plan de gestion cohérent, un plan de lutte cohérent pour le viticulteur à son échelle, puisque c'est une maladie qui va être gérée collectivement par l'ensemble des viticulteurs, et il faut donc bien évidemment que les consignes soient comprises et appliquées. Donc, le contexte général de mon intervention va se baser sur ce qui se passe dans les vignobles du Sud. Alors, au niveau du département de la Gironde ou d'autres départements de la région Occitanie, la flavescence dorée est une maladie qui est historiquement bien connue et donc, normalement, on devra avoir des énormes taux d'efficacité dans les méthodes de lutte. Or, dans les faits, on se rend compte que la maladie a encore du mal à être gérée.
on a chaque année des nouvelles communes qui deviennent contaminées, c'est-à-dire des communes qui étaient pour le moment indemnes et qui deviennent contaminées par la flavescence dorée. Et puis, on a également des communes qui étaient fortement contaminées par la flavescence dorée, sur lesquelles les problèmes ont été réglés ou quasi réglés. Et puis, quelques années plus tard, on a à nouveau émergence de gros foyers. Quand on s'intéresse à ce qui est écrit dans les arrêtés ministériels et les arrêtés préfectoraux, on se rend compte qu'il y a deux facteurs qui peuvent être cause de ces problématiques. La première, c'est que les arrêtés sont écrits à des échelles administratives et donc l'échelle la plus fine de décision, c'est la commune, l'entité administrative de la commune. Or, premièrement, on a des communes viticoles sur lesquelles il y a des grosses hétérogénéités spatiales en termes de risque flavescence dorée. On peut avoir des communes où on a un vignoble contaminé par la flavescence dorée, séparé par une ville d'un vignoble qui ne l'est pas du tout. Et il y aurait donc besoin d'avoir des stratégies adaptées au contexte de pression locale réelle. La deuxième problématique, c'est que les arrêtés préfectoraux ont surtout pour mission de lister les communes qui sont répertoriées comme contaminées par la flavescence dorée et qu'ils sont assez peu prolixes en ce qui concerne l'évolution de la flavescence dorée sur les communes. Et donc, cette réflexion figée pose parfois des difficultés. Vous pouvez travailler sur une commune qui est très contaminée par la flavescence dorée, mettre en place un ensemble d'actions qui vont avoir leur efficacité. Vous arrivez à un niveau où la flavescence dorée est absente ou quasi absente sur la commune, mais malheureusement, elle reste contaminée, même faiblement. Et donc, au sens des arrêtés préfectoraux, les adaptations de stratégies de lutte sont assez faibles, voire parfois nulles, ce qui va entraîner un fatalisme chez les vignerons qui vont rester en traitement obligatoire et qui vont avoir l'impression que leur action n'a pas donné lieu à des réalisations concrètes assez efficaces. Donc, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on a des vignerons qui sont pendant longtemps en traitement obligatoire, on finit par avoir souvent des démotivations sur le terrain. Et puis, ces démotivations sont suivies de manquements à l'échelle individuelle. Ça va être l'arrêt des prospections, ça va être l'absence de mise en place des arrachages des pieds qui ont été localisés, et bien évidemment, le fait de moins traiter ou de ne plus faire les traitements obligatoires. Et donc, cette situation entraîne des recontaminations qui sont régulières et qui sont plus ou moins graves, avec réémergence de foyers de flavescence dorée importants à des endroits où on savait que la maladie était présente. Et bien évidemment, dans ces cas-là, les vignerons réagissent en remettant en place des traitements obligatoires et parfois à des fréquences qui sont très élevées parce qu'il faut remaîtriser la maladie. Et on est donc dans un cercle vicieux qui se répète. Donc, l'objectif, c'est de sortir de cette situation. Et donc, en Gironde, il a été utilisé le fonctionnement par GEDON, ce qui signifie Groupement de défense contre les organismes nuisibles, qui sont des groupements qui mutualisent donc des exploitants agricoles, des vignerons, ou des personnes morales, c'est-à-dire des AOC qui regroupent les vignerons. Et donc, ces groupements de défense contre les organismes nuisibles, ils ont la possibilité de souscrire à des programmes de gestion de la flavescence dorée qui sont dérogatoires de ceux proposés dans les arrêtés préfectoraux, sous réserve de signer un cahier des charges avec la Fédération régionale de lutte contre les organismes nuisibles, qui a le statut d'organisme à vocation sanitaire. Donc, il y a des côtés un peu administratifs que je laisse de côté pour conserver un aspect technique à mon discours, mais on pourra en rediscuter plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement est simple. Vous signez un cahier des charges et ce cahier des charges, il va contenir l'ensemble des actions d'évaluation des risques que vous allez mettre en œuvre. Ces cahiers des charges ne sont pas standardisés. Chaque GEDON peut individualiser son cahier des charges, mais tous reposent sur une approche similaire. Plus l'évaluation des risques est précise, plus l'adaptation des consignes de lutte va pouvoir être importante. Alors, comment définir en quelques minutes un cahier des charges? Donc, j'ai essayé de faire ce travail. Finalement, un cahier des charges, il contient des axes de travail d'une évaluation des risques et on peut citer 4 chapitres qui sont primordiaux. Alors, bien évidemment, c'est une simplification. Il y a la première chose, la gestion des arrachages. La deuxième, la gestion des traitements obligatoires. Le troisième chapitre, c'est la prospection. Et le quatrième chapitre, c'est la communication. Donc, je vais détailler maintenant de façon assez synthétique les différents chapitres. Alors, la première chose, c'est la gestion des prospections. Donc, c'est un terme qui désigne la recherche de la maladie dans le vignoble, mais en réalité, dans les cahiers des charges des GEDON, on distingue plutôt 3 types de prospection. La première, c'est la prospection cyclique. C'est l'objectif étant de prospecter le vignoble, donc l'intégralité du vignoble, en un temps minimal. Donc, combien de temps
mettons, en année, pour faire un turnover général permettant de surveiller l'ensemble des parcelles de vignes. Donc, l'expérience acquise par les GEDON de Gironde démontre que sur des territoires relativement contaminés, une surveillance minimale de 1 an, une surveillance en 4 ans, c'est-à-dire 25% de vignobles par an, semble être suffisamment efficace pour stopper et gérer les gros foyers de flavescence dorée. Bien évidemment, ce niveau de surveillance, cette prospection cyclique, elle va en réalité fortement dépendre des populations de vecteurs en présence dans le vignoble. Plus vous êtes face à des populations de vecteurs de la flavescence dorée, de cicadelles de la flavescence dorée qui sont importantes, et plus vous aurez besoin de prospecter régulièrement, car les épidémies potentielles se multiplieront rapidement. Donc les deux paramètres sont en lien. Deuxième manière de prospecter, c'est la prospection des parcelles contaminées et des anciennes parcelles contaminées. Donc, la prospection des parcelles contaminées, c'est assez simple, c'est de surveiller les foyers actifs pour bien évidemment assainir le plus rapidement les parcelles de vigne en localisant et arrachant les ceps de vigne contaminées. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est la surveillance des anciennes parcelles contaminées, c'est-à-dire des parcelles sur lesquelles il y a eu des pieds de flavescence dorée, qui sont situés dans des territoires qui parfois sont en dehors des traitements obligatoires, puisqu'on a réussi à assainir la zone. Et l'expérience menée sur le GEDON du Libournais démontre que ces parcelles ont tendance parfois, dans des délais de moyen à long terme, 3 à 5 ans et même plus, à voir réexprimer quelques pieds isolés de flavescence dorée qui vont être source de redémarrage des futurs foyers. Et donc, le maintien d'une surveillance sur des anciennes parcelles contaminées est souvent un facteur qui est sous-estimé dans le redémarrage des épidémies. Et enfin, le dernier type de prospection, c'est ce qu'on appelle les prospections d'assainissement. Là, c'est les prospections réalisées dans des secteurs où on pense et où on sait qu'il n'y a plus de flavescence dorée. Et on va prospecter dans ce cas-là pour démontrer l'absence de la maladie et demander l'arrêt des traitements obligatoires, c'est-à-dire l'arrêt des traitements obligatoires temporaires, mais le maintien de la commune en statut contaminé dans la zone délimitée. Donc, ça veut dire qu'on dit, on démontre que pour le moment, il n'y a pas de flavescence dorée, et donc on va stopper les traitements obligatoires pour les années suivantes jusqu'au moment où on en retrouvera. Et ça, c'est un facteur de motivation très important pour les vignerons qui voient ici la fin du fatalisme de la gestion de zones contaminées. Alors, deuxième chapitre, la surveillance de l'arrachage des pieds contaminés. Alors, ça peut être assez surprenant, mais en réalité, il y a beaucoup de manquements sur l'absence de mise en œuvre des consignes d'arrachage, y compris sur des structures de type GEDON, où la surveillance par prospection est financée par les vignerons. En effet, sur notre GEDON, sans contrôle de notre part, 30 à 50% des pieds qui ont été isolés de flavescence dorée, qui ont été localisés pendant un été, sont non arrachés au 1er avril de l'année suivante, date à laquelle, réglementairement, les pieds doivent tous être arrachés. Et autre problème, il y a de nombreux pieds qui sont coupés, ce qui représente un risque éventuellement plus important qu'une absence d'arrachage, particulièrement pour les vignerons en agriculture biologique. Alors pourquoi ? Parce que les vignerons en agriculture biologique, bien évidemment, n'utilisent pas d'herbicides, et lorsqu'on coupe un pied qui est contaminé par la flavescence dorée, on peut avoir le risque de voir proliférer des repousses de porte-greffes. Or, ces repousses de porte-greffes ont une particularité, c'est qu'elles sont contaminées par la flavescence dorée. Elles peuvent propager la maladie si jamais des insectes viennent se nourrir des cicadelles de la flavescence dorée sur ces repousses de porte-greffes et viennent ensuite se nourrir sur d'autres pieds. Mais par contre, elles sont complètement asymptomatiques. Et donc, le fait de couper le pied rend possible la présence de réservoirs de flavescence dorée dans les parcelles, qui sont pourtant indétectables lors des prospections et qui vont du coup nuire bien évidemment à la capacité d'assainissement de la parcelle et de la zone tout entière. Troisième chapitre, la surveillance du vecteur et la gestion des traitements obligatoires. Donc, dans les GEDON, on va utiliser 2 leviers d'action sur la gestion des traitements obligatoires, et ces leviers d'action, ils sont utilisés conjointement, même si je vais vous les décrire un par un pour le moment. Donc, la première chose, c'est l'aménagement de la fréquence de traitement obligatoire dans les zones concernées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des réseaux de pièges jaunes pour adapter la fréquence de traitement sur adultes. Donc, le concept est assez simple. On va utiliser des pièges jaunes, des pièges englués, pour pouvoir contrôler les populations de cicadelles de la flavescence dorée adultes. Si on définit un seuil de capture,
Si ce seuil de capture est dépassé, on va déclencher le traitement sur adulte et s'il n'est pas dépassé, on va considérer que les traitements larvaires ont été suffisamment efficaces et il n'y aura pas de traitement sur adulte. Ce qui permet de passer de 3 à 2 traitements dans ce cas-là ou de 2 à 1 traitement en fonction du nombre de traitements obligatoires qui étaient initialement prévus. Donc ça fonctionne très bien, mais toutefois, il y a quand même une limite, c'est que ce levier d'action est inadapté dans le cas de la viticulture biologique, car les utilisateurs de Pyrévert ne traitent pas sur adultes, ils réalisent tout leur traitement sur les larves. Et donc, ce levier d'action est donc inefficace pour les vignerons bio. Deuxième levier d'action, c'est la... Allô? Excuse-moi, il te reste 1 minute. Ah, alors, je vais finir en 3-4 minutes. Donc, le deuxième levier d'action, la réduction des superficies qui sont soumises au traitement obligatoire. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser un autre levier d'action qui va être la gestion des foyers qui va être la gestion la gestion des traitements en réduction, donc du coup, des zones de traitement obligatoire. Donc là, tout simplement, on va venir être en capacité de tracer des cercles autour des foyers de flavescence dorée. Et les parcelles qui sont extérieures aux zones de traitement obligatoire, à ces cercles, vont passer à 0 traitement. Et donc ça, c'est un levier d'action qui est très efficace puisqu'il permet de réduire à 0 le nombre de traitements obligatoires dans les parcelles qui sont bien évidemment situées en dehors des cercles. Donc, je vous montre ici un exemple de résultat d'un monitoring de piégeage où vous voyez sur la carte le jet d'eau de Léognan avec un ensemble de parcelles sur lequel va être déployé 0 traitement, un traitement larvicide ou 2 traitements, c'est-à-dire un traitement larvicide et un traitement sur adulte, en fonction de l'éloignement aux zones de contamination et aux résultats de piégeage. Donc en gris, les zones non traitées, en jaune, les zones sur lesquelles on a déclenché uniquement des traitements larvicides, et en rouge, des zones sur lesquelles on a fait des traitements larvicides et des traitements adulticides. Enfin, dernier levier d'action, la communication, puisque les GEDON vont se charger de l'ensemble des opérations de communication à l'attention des vignerons de leur territoire. Donc, les parcelles en obligation de traitement qui vont être désignées, les modalités et les dates de traitement, les obligations d'arrachage et les manquements éventuels. Alors, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, je vais sauter des choses. Vous voyez simplement un exemple en haut à gauche d'une communication destinée à des vignerons concernant des courriers individualisés de zones de traitement, où on envoie à chaque vigneron un courrier lui définissant les parcelles qu'il doit traiter en fonction des zones de traitement obligatoires. Il reçoit une liste de ces parcelles et puis une cartographie sur laquelle on voit apparaître des parcelles en orange qui sont ces parcelles et on lui précise donc le protocole à suivre. Enfin, donc je termine par une diapositive de bilan pour l'ensemble des GEDON. Donc, c'était pour vous montrer quelle efficacité vous pouvez avoir sur ces actions. Donc, vous avez ici des résultats qui montrent les résultats des différents GEDON, et vous avez en bas un total pour l'ensemble de ces structures. Donc, vous voyez sur l'année 2022, les 4 GEDON qui sont présentés ici représentent une superficie de 98 000 hectares. Et il a été découvert 32 352 pieds de flavescence dorée au totalité sur ces 4 structures. Dans le scénario de lutte de traitement obligatoire décrit par l'arrêté préfectoral, il était prévu 208 000 à peu près traitements obligatoires. Et ces GEDON ont remplacé cette stratégie par une stratégie qui prévoyait le traitement de 82 934 hectares au sol. Si on compte le renouvellement des traitements, cela fait 126 000 hectares de traités, soit une économie réalisée de 81 966 hectares. Donc, cette économie correspond à 39% de traitements obligatoires qui ont été économisés par rapport au scénario initial. Donc, vous voyez, si vous mettez des termes financiers derrière, donc il y a 82 000 hectares d'économisés en traitement obligatoire. Si on considère, par exemple, un prix moyen de 20 € par hectare pour un traitement, ce qui est très faible selon mon opinion, cela génère des économies d'1 600 000 €, ce qui correspond à peu près à 2 fois le coût de fonctionnement de l'ensemble des structures sur l'année 2022. Donc, en conclusion générale, l'organisation en GEDON, elle permet de structurer une action collective généralisée à tous et qui permet également d'adapter un plan
de lutte à chaque situation. Cela permet de dégager rapidement des bénéfices techniques et financiers et surtout, cela rend la lutte obligatoire plus légitime du point de vue du producteur. Voilà, je suis désolé d'avoir empiété un peu sur mon temps et j'en ai fini. Parfait, merci Antoine. Il y a une question sur le seuil des. Donc, quels sont les seuils de capture d'adultes dont on parle pour réduire le nombre de traitements insecticides? Oui, alors les seuils de capture, c'est habituellement de 3 captures, d'un maximum de 3 captures sur une semaine. C'est-à-dire que si on dépasse le seuil de 3 captures, on va déclencher le traitement obligatoire. Et on a parfois une adaptation des seuils sur les parcelles contaminées. C'est-à-dire qu'on peut descendre en dessous, c'est-à-dire dire, bah, par exemple, sur les parcelles contaminées, dès qu'on dépasse une capture, eh bien, on va déclencher le traitement dans la zone. Voilà. Merci. Et il y a une deuxième question qui est un peu, Sylvie, tu pourras répondre. C'est est-ce qu'il y a des cépages où il y a plus de cicadelles de la flavescence que sur d'autres? Parce que la dernière fois, lors du dernier webinaire, on a parlé des symptômes qu'exprimaient plus ou moins les cépages. Là, c'est est-ce qu'il y a une appétence de certains cépages ou pas? Oui, alors ça a été montré sur les. Oui, j'avais déjà dit la dernière fois sur certains cépages italiens. Comme ça, on a pu démontrer expérimentalement que les cicadelles vont mieux survivre et mieux se nourrir sur certains cépages que sur d'autres. Pour ce qui est des cépages français, on n'a pas fait d'études suffisamment complètes pour arriver à montrer des différences entre cépages, mais très probablement il y a des différences à la fois d'appétence de la cicadelle, de survie de la cicadelle sur ces cépages. Merci. Ok, merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, je propose de passer à l'intervention suivante, donc celle de Margot Huette de Sylvain Bio. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique dédiée, même pour Antoine, si au cours des autres interventions et des questions qui vous reviennent, Antoine sera là jusqu'au bout. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon. Alors, donc Margot Huette de chez Sylvain Bio. Moi, je vais vous présenter les stratégies actuelles en bio pour la gestion de la cicadelle de la flavescence dorée, et également vous présenter quelques résultats d'expérimentation que nous avons menés chez Sylvain Bio ces dernières années. Alors, la maîtrise des populations de Scaphoideus titanus en bio nécessite la mise en place de mesures prophylactiques. Claire va revenir rapidement dessus dans la présentation suivante, mais il faut savoir que ces mesures prophylactiques, elles sont largement insuffisantes pour maîtriser les populations, mais elles peuvent contribuer à réduire leur niveau. La lutte biologique a également été étudiée parce que le parasitisme et la prédation ont pu être observés ponctuellement à l'état naturel, mais ne sont pas suffisants et significatifs pour maîtriser ces populations. En bio, la gestion de la cicadelle, donc, elle va reposer principalement sur des traitements insecticides à base de pyrettes naturelles, et mon intervention va être centrée là-dessus. Alors, les traitements insecticides en bio sont réalisés donc au pyrètre naturel, et il faut savoir qu'il s'agit de la seule substance active qui est homologuée en Vitibio pour les traitements obligatoires. Il existe différentes spécialités commerciales et équivalentes qui sont autorisées. Donc, vous avez le Pyrévert qui est le produit de référence, mais vous avez également d'autres produits qui ont des permis de commerce parallèles ou qui sont génériques. Alors, le pyrètre naturel, c'est un insecticide à base d'extrait de chrysanthème, et son effet est dû à 6 molécules. Donc, vous avez les pyrétrines 1 et 2, les cynérines 1 et 2 et les jasmolines 1 et 2. Et ces molécules, elles vont conférer au pyrètre naturel un mode d'action neurotoxique par contact. Donc, en fait, il va bloquer la conduction nerveuse de l'insecte et entraîner une paralysie musculaire ainsi que des troubles neurologiques. Donc, en fait, l'insecte va mourir par paralysie respiratoire, et c'est ce mode d'action qu'on va appeler choc. Alors, pour une meilleure efficacité du pyrètre naturel, des recommandations ont été identifiées.
La première va être la mise en place, la réalisation plutôt d'un épamprage des souches avant de réaliser les traitements au pyrètre naturel. Donc l'épamprage va permettre en fait de supprimer les feuilles des pampres qui sont fortement colonisées par les larves des cicadelles, et également ces pampres qui sont faiblement atteintes par la pulvérisation. Alors, le graphique que je vous présente là est tiré d'un essai qui a été mis en place par Sud 20 Bio. Donc, en ordonnée, vous avez le nombre de cicadelles. Et du 1er au 11 janvier, la courbe noire donc, est le témoin non traité, la verte est la modalité traitée au pyrètre naturel. Et donc, au départ, on va quantifier le nombre de cicadelles en faisant des retournements de 100 feuilles. Donc, au 31 mai, on a réalisé un épamprage manuel de la modalité pyrètre naturel et on observe donc que la courbe verte va diminuer. Donc, les populations ont bien diminué par la mise en place de cet épamprage. Si on regarde ensuite la première flèche rouge, vous avez au 4 juin un premier traitement au pyrètre qui a été fait. Et donc, on voit l'efficacité de ce traitement puisque la courbe va chuter et les populations vont même chuter jusqu'à presque 0 à peu près au 7 juin. À partir de mi-juin, vous voyez que ce ne sont plus des courbes qui sont représentées sur ce graphique, mais des points. Alors, tout simplement parce qu'on a changé la méthode d'observation des cicadelles, puisque, en fait, à cette période, le retournement des feuilles n'est plus très pertinent et qu'on va plutôt réaliser des aspirations. Et on voit bien qu'en réalisant les aspirations, alors qu'on pourrait penser que dans le témoin non traité, les populations sont à 0. Finalement, avec les aspirations, on retrouve des populations d'environ 100 cicadelles. Voilà, donc on a réeffectué un épamprage le 8 juin et on voit bien donc les cicadelles sans traitement de ce témoin non traité vont finir par chuter et qu'au 28 juin, on a des populations de l'ordre de 30 cicadelles. Alors, la deuxième recommandation pour une meilleure efficacité, c'est donc la qualité de pulvérisation qui doit être irréprochable. Donc, il faut un matériel de pulvérisation bien réglé et également des réglages qui vont essayer de permettre de viser les faces inférieures des feuilles, puisque c'est là que se trouvent les larves de cicadelles. Donc, actuellement, chez Sud 20 Bio, des essais sont en cours pour essayer d'identifier les réglages permettant d'avoir une efficacité optimale. Alors, au niveau de la toxicité et de l'écotoxicité du pyrètre naturel, pour les mammifères, la toxicité est jugée plutôt faible. Cependant, il pourrait quand même entraîner des troubles respiratoires, des maux de tête, des nausées, voire des convulsions s'il est respiré en trop grande quantité. Et pour l'environnement, donc la toxicité est jugée plutôt faible pour les oiseaux, mais elle est très forte pour les invertébrés aquatiques et également pour les hyménoptères pollinisateurs comme les abeilles ou les bourdons. Alors, je vais vous présenter maintenant des résultats d'une étude qui a été réalisée par Sud 20 Bio en 2017 sur l'effet du pyrètre naturel sur la faune auxiliaire du vignoble. Alors, je vous présente là, par exemple, sur la parcelle numéro 1, alors sur la gauche, donc ce sont tous les phytocéides, donc les acariens, qui ont été dénombrés avant un traitement au pyrètre naturel, et puis on a refait ce dénombrement 24 heures après. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a une diminution de l'ordre de 36% des populations de phytocéides. Sur la parcelle numéro 2, on s'est concentré sur des acariens prédateurs, donc des acariens auxiliaires. Et on s'aperçoit donc que 24 heures après le traitement au pyrètre naturel, la population a diminué de 54%. Alors, il y a une étude un peu similaire qui a été réalisée à l'université de Padoue et qui a quantifié aussi ces mêmes acariens prédateurs
Et les résultats montrent cette même diminution. Donc, vous voyez sur la courbe verte qu'après un traitement, on a une diminution qui est observée 24 heures après, mais que quelques jours après le traitement, les populations remontent jusqu'à atteindre les niveaux en fait, initiaux de population de ces acariens. Et on retrouve ce même résultat même après le deuxième traitement qui a été réalisé 9 jours après le premier. Nous avons également, dans cette étude, étudié l'effet du pyrèthre sur les arthropodes présents dans la canopée de la vigne. Alors, sur la parcelle 1, on a quantifié les arthropodes présents avant et après donc un traitement au pyrèthre. On voit qu'on n'a pas d'effet sur ces arthropodes. Et sur la deuxième parcelle, on a fait la même chose, sauf qu'on a quantifié uniquement les arthropodes auxiliaires. Et là non plus, on n'a pas d'effet en fait sur les arthropodes présents dans la canopée de la vigne. On a fait cette quantification d'arthropodes également sur le couvert végétal de la vigne. Et là aussi, que ce soit pour la faune globale ou pour la faune auxiliaire, enfin pour les arthropodes auxiliaires, on n'a pas trouvé d'effet, on n'a pas eu de différence au niveau des dénombrements de ces arthropodes sur le couvert herbacé. Alors, les dates de traitement au pyrèthre naturel sont communiquées donc tous les ans par arrêtés préfectoraux et conformément donc aux autorisations de mise sur le marché, les produits à base de pyrèthre naturel sont autorisés à 3 applications maximum par hectare et par an. Alors, le positionnement de ces traitements, donc il faut savoir que le pyrèthre naturel donc, présente une efficacité supérieure sur les larves par rapport aux adultes, et c'est pourquoi en fait on va positionner les traitements uniquement sur les stades larvaires. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats d'essais qu'on a réalisés dernièrement chez Sud20 Bio, dont l'objectif était d'étudier différents facteurs qui peuvent avoir plutôt une influence sur l'efficacité du pyrèthre naturel. Et l'hypothèse de départ est que l'humidité relative au moment de l'application a une influence sur l'efficacité du pyrèthre naturel. Et comme le taux d'humidité est très dépendant du cycle diurne-nocturne, nous avons testé en fait une application faite le matin avant 9 h et une application le soir après 19 h. Pour connaître en fait, pour pouvoir quantifier l'efficacité de ces traitements, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les évolutions des populations de cicadelles dans ces différentes modalités et on les a comparées à une modalité qu'on n'avait pas traitée, un témoin non traité. Alors, ce graphique, vous allez retrouver donc en ordonnée les efficacités que l'on a enregistrées sur les parcelles. Et en abscisse, vous avez les heures auxquelles ont eu lieu les traitements. Donc, ce qu'on va observer sur ce graphique, c'est que sur les traitements qui ont été effectués le matin, donc sur la gauche du graphique, les efficacités sont réparties entre 20% et 75%. Et si on regarde les traitements du soir, donc sur la droite, on retrouve déjà des efficacités plus efficaces, puisqu'elles sont comprises entre environ 40% et 90%. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que la majorité des parcelles ont des efficacités concentrées aux alentours de 80-90% pour les applications du soir. Alors là, je vous montre un graphique qui reprend en fait parcelle par parcelle toujours les efficacités qu'on a enregistrées. On va se rendre compte que les traitements du soir, ce sont les barres en jaune, sont toujours supérieurs aux efficacités des traitements du matin. Et en moyenne, sur 2021, l'efficacité du traitement du soir
et 25% supérieure à celle du matin. Et ça, ce sont des résultats qu'on a retrouvés, enfin exactement les mêmes résultats en 2022. Alors, sur ce graphique, j'ai regroupé en fait les efficacités des traitements par classe d'heures d'application, donc matin, journée, soir. Et on voit qu'en moyenne, les efficacités du soir sont de 71%. Donc ça, ce sont les résultats, les moyennes des résultats sur 3 années d'expérimentation, donc 2021, 2022, 2023. Donc on a donc une moyenne d'efficacité pour le soir, pour les applications du soir de 71%, 54% pour celles du matin, et en journée, une moyenne d'efficacité de 26%. Alors les conclusions de cet essai, c'est que on observe des variabilités d'efficacité du produit. On observe également un effet significatif de l'heure d'application du pyrètre naturel avec des traitements du soir après 19 h qui présentent une efficacité supérieure par rapport aux traitements effectués avant 9 h. Les traitements entre 9 h et 18 h ont des efficacités plutôt médiocres et sont donc à proscrire. Mais on observe également que pour certaines applications qui sont faites le soir, on a des mauvaises efficacités, ce qui nous pousse à penser qu'on a d'autres facteurs qui influencent l'efficacité de traitement. Et donc, on est en train d'étudier, d'essayer de trouver d'autres pistes. Et c'est pour ça qu'on étudie chez Sud 20 Bio en ce moment la qualité de pulvérisation. Donc, pour essayer de mieux comprendre les résultats obtenus précédemment, et puis parce que le pyrètre naturel est connu comme étant une molécule plutôt fragile et qui est rapidement dégradée sous l'effet, par exemple, des UV, on a décidé d'étudier la cinétique de dégradation des pyrètres naturels dans les heures qui ont suivi des applications. Donc, on a repris une application faite le matin, une application faite le soir, et on a utilisé du coup le même matériel de pulvérisation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le traitement au pyrètre naturel et puis après, on a prélevé des feuilles à différents moments après le traitement. Donc, on a prélevé quelques minutes après le traitement, 2 heures, 4 heures et 10 heures après pour une application, donc comme je vous le disais, le matin et également le soir. L'analyse du pyrètre naturel présent sur les feuilles a été faite en laboratoire et elle a été faite sur les faces inférieures et sur les faces supérieures des feuilles. Vous avez donc sur ce graphique les cinétiques de dégradation. Et ce qu'on voit, c'est que ces cinétiques de dégradation du pyrètre naturel, elles sont comparables que le traitement soit réalisé le matin ou le soir. Dans les autres résultats obtenus, on voit que, comme vous voyez sur le graphique juste avant, qu'elles sont rapidement dégradées, puisque donc là, ce que je vous montre dans le tableau, vous avez donc le nombre d'heures après le traitement, et puis après, vous avez la quantité résiduelle de pyrètre par rapport à la dose initiale. Donc 2 heures après le traitement au pyrètre naturel, on peut voir que ce soit sur une application le matin ou le soir, la quantité résiduelle de pyrètre naturel est de 22%. Si on regarde 4 heures après, on voit que la quantité résiduelle est de 4% pour le matin et de 17% pour le soir. Et si on prend 10 heures, la quantité résiduelle est inférieure à 5%, que ce soit le matin ou le soir. Donc, pour les faces inférieures des feuilles, donc qui est la zone où sont présentes les larves de cicadelles, voilà, on a vraiment une cinétique de dégradation qui est parfaitement comparable pour les traitements le soir et le matin. Et en revanche, pour les faces supérieures, on se rend compte que les cinétiques, en tout cas dans cet essai, les cinétiques sont comparables 2 heures et 10 heures après, mais que 4 heures après le traitement, on avait une dégradation, on avait enregistré en tout cas une dégradation plus faible pour la modalité traitée le soir que pour la modalité traitée le matin. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci Margot. Juste avant de passer à l'intervention de Claire, je prends une question parce que c'est de la compréhension par rapport à ton intervention. On prendra les autres questions à la suite de mon intervention. Dans l'essai sur la faune auxiliaire,
Oui. La question était de savoir s'il y avait eu un traitement qui avait été fait sur le témoin. Non. Ok, donc c'était comparaison sans traitement. Oui. Merci. Du coup, je propose qu'on passe à la présentation de Claire. Donc, bonjour à tous. Donc, normalement, là, vous devriez avoir mon diaporama. Donc, bonjour, donc Claire Maisonneuve, technicienne viticulture. Faut juste le mettre en paramètre d'affichage. Ah, oui. Juste ça. Bien vu, merci. Ah, parfait. Donc, du coup, donc, je vais aussi vous parler donc, de la manière d'optimiser la gestion de la flavescence dorée en viticulture biologique, pour le coup. Je vais vous parler notamment du protocole d'aménagement de la lutte que nous avons mis en place à AgroBio-Périgord. Et je vous parlerai après également de quelques essais de produits alternatifs qu'on a pu mener ces 8 dernières années. Donc déjà, je vais passer un petit peu rapidement vu qu'il y a certaines choses qui ont déjà été vues, mais du coup, flavescence dorée, donc forcément, c'est une maladie qui va nous amener une perte de récolte et une mortalité des ceps, qui va du coup passer par un arrachage systématique des pieds infectés. Donc la gestion du vecteur, la gestion de la maladie va se faire par le vecteur et non directement sur le phytoplasme, donc le véritable responsable de la maladie, excepté pour les traitements thermiques, donc à l'eau chaude qui peuvent se faire en pépinière. Cette maladie, elle est toujours en extension en Europe. Et en bio, on a uniquement les pyrètres naturels, donc le piré vert, qui vont être utilisables dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Donc, concernant les moyens de lutte, si j'arrive, voilà. On est forcément donc par rapport aux ravageurs, donc cicadelles. L'idée, ça va être donc d'augmenter la résistance de l'hôte ou son système de défense naturel et de prospecter la maladie. Par rapport au phytoplasme, le seul angle d'attaque qu'on ait, donc comme je le disais, ce sont les traitements thermiques à la pépinière. Et en ce qui concerne donc la cicadelle, c'est elle qui va être la cible privilégiée des insecticides, de la prophylaxie ou encore de la lutte biologique. Donc, outre les traitements insecticides, donc ça a été également mentionné par Margot, donc on a des méthodes de prophylaxie, donc toujours encore une fois le traitement à l'eau chaude. On a également le fait de brûler les bois de taille où peuvent se trouver des œufs de la cicadelle. On a également les épamprages ou encore les éliminations de piquets de palissage en bois qui peuvent également servir de site de ponte. Au-delà de ça, donc on a également tout ce qui est lutte biologique, donc qui peut être donc en favorisant la prédation ou encore donc, la faune auxiliaire qui jusqu'à présent, en tout cas sur tous les essais menés, a eu une efficacité qui était insuffisante pour réguler véritablement la maladie. Donc les pyrètres naturels, on est donc sur un produit qui effectivement a une toxicité reconnue, dont Margot nous a parlé justement un petit peu avant. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc elle va avoir une action par effet contact, effet choc, un effet donc sur l'environnement, sur la faune auxiliaire également, qui va avoir un coût particulièrement élevé pour le viticulteur. Donc en général, on va être autour de 42-43 euros au litre par hectare. Oui, au litre. On a eu une augmentation de 10% cette année. Et c'est quelque chose qui va être toujours appliqué à pleine dose, donc qui va faire énormément augmenter les IFD des viticulteurs concernés. Donc il y a plusieurs méthodes justement qui sont conseillées constamment aux viticulteurs pour essayer justement d'améliorer l'utilisation de ces pyrètres et par conséquent leur efficacité. Donc ça passe par la prophylaxie que j'ai mentionnée un peu plus tôt. La qualité de pulvérisation, donc là on va effectivement viser à avoir une bonne qualité de pulvérisation face supérieure et inférieure des feuilles, étant donné que c'est sur la face inférieure qu'on va le plus retrouver les larves.
Donc ça peut être contrôlé avec des tests au papier hydrosensible notamment. Le produit en lui-même, on va conseiller de faire les traitements seuls s'il y a des fortes populations et également de réaliser des traitements face par face. Au niveau de la planification, donc du choix des dates de traitement, elles vont se faire en fonction des stades larvaires qui sont observés sur les parcelles. Donc, pour ce qui est de l'aménagement de la lutte par rapport aux produits utilisés, donc on l'a vu au tout début avec Antoine, donc il n'y a que en conventionnel qu'on va avoir un aménagement de la lutte automatique par commune. En bio, normalement, ce n'est pas possible. Donc, l'idée avec AgroBio Périgord, c'était quand même d'arriver à trouver un moyen pour que ça puisse être possible également en bio, parce que l'objectif du bio avant tout, c'est quand même d'essayer de diminuer les utilisages d'insecticides notamment. Donc du coup, Antoine nous l'a dit un petit peu, pour les conventionnels, on a l'aménagement qui va se faire par le jet d'eau, par commune, en fonction des piégeages d'adultes, donc qui peut permettre des fois d'économiser un dernier traitement sur les communes qui sont en 1+1 traitement ou 2+1 traitement. Avec les pyrètes naturels, normalement, on est toujours au moins à 2 traitements, voire à 3 traitements dès lors qu'on est dans les 2 et 2+1. Donc l'idée ici, en fait, de cet aménagement de la lutte qui a été mis en place à AgroBio Périgord, avec évidemment l'accord de l'Afredon Nouvelle-Aquitaine et du Gédon du Libournais, ça a été de faire davantage des observations larvaires, pour le coup, vu que les traitements au pyrévert sont uniquement avec un impact larvaire, enfin privilégié en tout cas. Et donc du coup, ça demande des comptages sur les parcelles, afin de pouvoir avoir un aménagement qui soit similaire à celui des vignerons en conventionnel, avec la possibilité de passer sur le dernier traitement qui est donc un +1 et qui pourrait être évité. Donc en bio, étant donné que ça nécessite de faire des comptages sur les parcelles et donc de venir vraiment localement pour juger si un traitement peut être évité ou non, les vignerons qui participent à cet aménagement-là, en fait, c'est un engagement individuel. Et donc, les vignerons vont engager un certain nombre d'îlots, de parcelles, dans ce suivi. Ils peuvent donc engager plusieurs îlots, chaque îlot faisant au maximum 10 hectares dans un rayon de 500 mètres. Donc, l'idée dans tout ça, en fait, c'est qu'en fonction des comptages larvaires qu'on va réaliser, on va pouvoir dire si, oui ou non, un dernier traitement va être nécessaire. Donc, on va faire un comptage sur 100 feuilles. Si sur 100 feuilles, on est à 0 larve, dans ce cas-là, effectivement, on peut aménager la lutte et donc éviter le traitement +1. Dans le cas où on a entre 1 et 2 larves sur 100 feuilles, là, on va faire un second traitement pour avoir en fait un total sur 200 feuilles. Vérifier vraiment si on est en dessous de la moyenne de 3 larves pour 100 feuilles. Donc, si sur 200 feuilles, on est à plus de 6 larves, on va avoir un traitement obligatoire qui va être déclenché dans tous les cas. Si on est à moins de 6 larves pour 200 feuilles, là, on pourra éviter le dernier traitement qui, normalement, est obligatoire. Du coup, troisième cas, donc le cas où sur 100 feuilles, on est déjà à plus de 3 larves. Donc, dans ce cas-là, évidemment, le dernier traitement est déclenché automatiquement. Donc, ce protocole, il a eu pas mal de participations depuis ses débuts, donc des participations qui sont en augmentation. Actuellement, les dernières années, on est sur une quinzaine de participants généralement, une bonne 50aine d'îlots. Alors, vous verrez que le nombre d'îlots a un petit peu diminué, mais pas les surfaces, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu une évolution dans le protocole. Les îlots sont passés de 5 hectares à 10 hectares. Et donc, on est actuellement grosso modo à 400 hectares suivis par an, avec une petite variation. Donc, voilà. Et chose qui va être la plus intéressante là-dedans, c'est de voir du coup quel est le taux d'aménagement, donc le nombre de parcelles qui va pouvoir se passer du dernier traitement. Donc là, de manière générale, depuis les débuts de ces aménagements, on est à 81% des parcelles qui ne déclenchent pas le dernier traitement, donc qui peuvent avoir un aménagement parce que les populations larvaires sont suffisamment basses.
Donc, ça a plusieurs intérêts, notamment du coup d'économiser les quantités de pyrévert utilisées. Donc là, on est à plus, depuis les débuts du protocole, on est à plus de 2200 litres économisés. Et par conséquent, des économies financières pour les viticulteurs. Là encore, depuis les débuts de l'aménagement, on est à 95 000 € économisés environ. Les estimations ici, elles sont faites à partir des commandes groupées d'Agrobio Périgord. Donc, il est possible que les pyréverts, vous les payez plus cher de votre côté. Donc, que retenir du protocole? Donc déjà, d'une part, ce protocole, il nous permet de sensibiliser les viticultures à la lutte contre la flavescence dorée, éviter qu'il y ait du décrochage dans cette lutte. Identifier plus précisément les secteurs sensibles, parce que du coup, là, on va véritablement voir l'hétérogénéité dans les communes. D'avoir une bonne estimation donc, de l'efficacité du pyrévert, vu qu'on a les comptages avant-après, on voit tout de suite ce qui a marché ou non. Ce protocole, il est validé depuis un petit moment maintenant, depuis une dizaine d'années, presque 8 ans, avec donc des perspectives d'amélioration qui sont discutées avec l'Afredon et le Chédon du Bournais. Au niveau de la réduction de phyto, on a du coup une baisse d'un d'IFT insecticide dans 80% des cas. Et donc après, on va avoir tout ce qui est répercussions positives sur tout ce qui est biodiversité, environnement, santé, économie. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du protocole d'aménagement. S'il y a des questions, dans tous les cas, il y aura un petit moment questions-réponses après. Il te reste 2 minutes, Claire, pour la suite. D'accord, je vais faire vite. 5 minutes si possible. Donc, je vais passer rapidement sur les produits alternatifs aux pyrénées naturelles en viticulture biologique. Donc, ça, ce sont des essais qui ont été réalisés en microplacettes depuis 2015, en fait, par Agrobio Périgord. Donc, on a testé plusieurs types de produits. Vous avez la liste là. Je ne vais pas tout détailler du coup parce que je suis un peu limitée en temps. Mais on a testé plusieurs produits de barrière physique minérale, d'huile asphyxiante, des huiles essentielles, et d'autres types de produits, ou encore quelques adjuvants pour essayer d'améliorer l'efficacité du pyrévert si le problème vient du fait que l'efficacité soit trop faible. Donc nous, en tout cas, sur nos essais, les résultats qu'on a principalement, ce sont des résultats positifs qui vont être sur les barrières physiques minérales. Donc on a des résultats sur l'argile kaolinite calcinée, qui nous permet depuis quelques années de réduire le pic d'éclosion larvaire. On a également des résultats sur le BNA Pro qui nous donnent de bons résultats qui sont, alors selon les années, parce qu'il faut qu'on ait des populations de cicadelles suffisamment importantes pour que les stats puissent parler. Mais on arrive à avoir des résultats qui sont similaires à la référence technique qui consiste en 2 traitements pyrévert, avec des traitements qui sont réalisés donc de BNA Pro en même temps que les traitements pyrévert au niveau timing. Et depuis cette année, on teste également le calciblanc qui est aussi à base d'hydroxyde de calcium, comme le BNA Pro, mais aussi d'argile dispersante. Et là, on retrouve l'effet réduction du pic d'éclosion larvaire que l'on avait avec l'argile. Niveau coût et difficultés techniques, donc je vais revenir surtout sur ce qui nous intéresse en l'occurrence. Donc l'argile kaolinite, au niveau coût, on est relativement similaire, mais quand même un petit peu moins cher que le pyrévert. On est sur, donc je vais revenir après sur le nombre de traitements. Niveau technique, du coup, on a un traitement de plus puisqu'on serait à 3 traitements contre 2 pour la référence technique. Pour le BNA Pro, du coup, on est sur le même nombre de traitements que dans un cas où on utilise un pyrévert. Et on est quand même mieux placé au niveau financier. Et pour ce qui est du calciblanc, là par contre, on a un petit souci côté financier parce que ça revient plus cher que le pyrévert, ce qui n'est pas l'objectif. Et on a un traitement supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qu'il reste à travailler. En ce qui concerne l'argile kaolinite calcinée, donc les résultats dont je vous ai parlé avec une réduction du pic larvaire, ça concerne soit une modalité où on avait 2 premiers traitements à 30 kg/hectare, un dernier à 20 kg/hectare, soit les modalités qui étaient à 3 traitements 20 kg/hectare. On n'a pas eu de différence significative entre les deux, mais les deux ont montré la même réduction du pic d'éclosion larvaire que vous pouvez voir un petit peu ici. Vous avez donc le témoin non traité en noir, donc avec l'éclosion larvaire, et en bleu, du coup, la ligne de la parcelle qui est traitée avec l'argile kaolinite calcinée. Donc, on a cet amoindrissement du pic larvaire.
je vais passer assez vite au BNA Pro. Donc le BNA Pro, lui, il a aussi un effet comme l'argile qui va être donc barrière physique et qui va permettre également de réduire le stress thermique, ce qui peut être intéressant en plus ces dernières années, et perturber donc l'insecte dans la reconnaissance de la plante et l'appétence. Le traitement, pour le coup, là, c'était 2 traitements à 20%, aux dates des traitements pyrévers, donc aux dates de traitement obligatoire données par arrêté préfectoraux. Et donc, ce qu'on a constaté sur quelques-uns là, des graphiques que je peux vous présenter, c'est qu'on avait statistiquement une modalité qui était assez proche de la référence technique. Donc, qui, je le rappelle, était 2 traitements pyrévers. Alors après, il faut prendre quand même, donc là, voilà, c'est juste résumé des résultats dont je vous ai parlé. Il faut quand même prendre ces résultats avec des pincettes parce que du coup, ça, ce sont des essais qui sont produits depuis quelques années, mais en Dordogne. Il faut bien prendre en compte que si on part sur d'autres départements, d'autres régions, on n'aura pas forcément les mêmes effets, que ce soit pour des conditions pédoclimatiques ou que ce soit après pour la question du positionnement du traitement. Notamment donc Sud 20 Bio, Margot pourra peut-être en reparler après dans les questions, je suppose. A testé également l'Ovifit, donc ça faisait partie des produits qui pour nous n'avaient pas donné d'efficacité significative sur les éclosions, et donc ça a été aussi le cas pour eux, de même pour le talc. Ils ont également testé le BNA Pro, eux par contre du coup davantage au moment de l'éclosion des larves, avec parfois des effets intéressants, mais des volumes de bouillie et une quantité de produits qui pouvaient être assez importantes, et donc par conséquent moins intéressantes pour le viticulteur. Donc voilà, apprendre toujours, vaut mieux tester chez soi avant de l'appliquer sans vérifier. Voilà. Je pense que du coup, moi, j'ai fini. J'ai dû dépasser un petit peu les 2 minutes, mais un peu, est-ce que tout est bon? C'est bon, c'est parfait. Ok. Du coup, je vous propose la dernière intervention avant de passer à la série de questions. C'est moi qui vais prendre la parole. Vous voyez mon écran? Oui. Bon, parfait. Donc l'idée, c'est que je vais faire un panorama assez rapide des projets de recherche en cours ou qui ont été récemment terminés en France. Alors je m'excuse par avance, ce recensement n'est probablement pas exhaustif, hein. Je sais qu'il y a des expérimentations, notamment en région, dont je n'ai pas forcément connaissance. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter les principaux travaux de R&D. Et on ne présente que les travaux qui sont réalisés dans le cadre de projets, donc pas dans le cadre de financement privé. Donc là, je vous rappelle hein, le concept, enfin le pathosystème de la flavescence dorée, donc la relation entre la cicadelle qui est vectrice du phytoplasme et qui transmet le phytoplasme au cep de vigne, et donc avec une forte interaction, comme on a pu le voir notamment jeudi dernier dans l'intervention de Sylvie Malambic, avec l'environnement des parcelles, donc les vignes cultivées ou d'autres plantes. Donc là, je vais vous situer un peu les expérimentations dans ce pathosystème. Donc tout d'abord, donc il y a des travaux qui sont réalisés pour comprendre les phénomènes de reconnaissance entre le phytoplasme et la cicadelle. L'idée à terme étant de limiter les risques de vection. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé par l'INRAE de Bordeaux, le laboratoire, enfin l'UMR BFP, dans le cadre des projets RISCA 1 et RISCA 2, donc qui est en cours actuellement. On en est pour le moment uniquement au niveau de la recherche fondamentale pour essayer d'identifier les mécanismes qui permettent à la cicadelle d'ingérer le phytoplasme.
Un travail aussi important, donc c'est le génotypage des souches de flavescence dorée. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé encore une fois par la même UMR de l'INRAE, donc BFP, dans les projets COACT 1 et 2, qui ont notamment montré qu'il y avait il y avait trois souches de flavescence dorée, dont une qui était moins épidémique. Donc ces résultats maintenant sont transférés dans la gestion du risque. Encore une fois, Sylvie Malambic et Alice Dubois en ont parlé lors de leur intervention de jeudi. C'est pris en compte notamment dans la gestion épidémique de la flavescence dorée dans certains vignobles. Encore des travaux qui commencent à dater un petit peu, mais qui sont toujours en cours sur la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la sensibilité variétale. Donc là, il y a là aussi, Sylvie Malambic en a largement fait état lors de son intervention de jeudi sur la caractérisation de la sensibilité, de l'extériorisation des symptômes de différentes variétés, donc soit des cépages, soit des porte-greffes. Donc là, il y a une bonne connaissance qui est déjà en cours. Et puis toujours des travaux d'actualité avec notamment, il y a pas mal d'appellations qui demandent à évaluer le comportement de leur cépage emblématique vis-à-vis de la flavescence dorée. Il y a des travaux aussi à ce niveau-là pour déjà cartographier la sensibilité et derrière essayer de comprendre les mécanismes qui expliquent cette sensibilité. Des travaux aussi, alors il y a plusieurs projets de recherche qui visent à évaluer l'efficacité de capteurs embarqués, donc soit sur drone, soit sur machine à vendanger, soit sur quad. L'idée étant de détecter les symptômes, de trouver des outils pour détecter les symptômes de flavescence dorée et de favoriser les travaux de prospection. Donc actuellement, quel que soit le vecteur utilisé, donc le support utilisé, que ce soit le drone, la machine à vendanger ou le quad, il n'y a pas de capteur suffisamment efficace. Et donc là aussi, il y a eu plusieurs projets qui ont évalué ces méthodes-là. À une autre échelle, donc des travaux qui ont essayé de comprendre les dynamiques de la cicadelle, soit entre les parcelles cultivées et l'environnement. Donc ça, c'est notamment les travaux qui ont été réalisés dans le cadre des projets financés dans le cadre du PNDV, les projets COACT 1 et 2, et le projet RISCA, et puis un projet, me semble-t-il, régional Nouvelle-Aquitaine, Vitirev, qui a notamment mis en évidence l'impact des repousses de vitis dans l'environnement sur les risques d'épidémie. Et puis à une autre échelle, donc Sud 20 Bio, dans le projet RISCA, a travaillé sur la localisation des pontes. Donc j'ai vu qu'il y avait une question d'ailleurs dans les questions lors de l'intervention de Margot Huette. La localisation des pontes, Sud 20 Bio a identifié que les pontes se faisaient principalement sur la tête de souche, donc notamment sur les cordons quand on est en cordon de Roya, et que les larves tombent régulièrement au sol au cours de la saison suite à différents phénomènes. Donc ça, cette dynamique de la cicadelle à l'échelle beaucoup plus locale, à l'échelle de la souche, a été étudiée et puis a été on avait aussi réfléchi à transformer cette dynamique naturelle en méthode de lutte, mais pour l'instant sans succès. Autres travaux aussi, c'est sur l'étude d'éventuels autres vecteurs, donc notamment qui viendraient d'autres plantes que les vitis. Donc ça existe, là aussi, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Donc jeudi dernier et Antoine en a aussi parlé tout à l'heure. Donc oui, il existe d'autres vecteurs, mais c'est uniquement, les risques de vection sont extrêmement faibles d'une part, et d'autre part, ce ne sont pas ces autres vecteurs qui peuvent créer des épidémies de flavescence dorée. Ça peut éventuellement importer la flavescence dans une parcelle, mais en aucun cas faire des épidémies. Donc la Scaphoideus titanus est vraiment indispensable pour qu'il y ait une explosion de la maladie sur les parcelles cultivées. Et puis aussi l'étude des facteurs environnementaux qui influencent les risques de flavescence dorée. Donc ça a été travaillé encore une fois dans les projets PNDV COACT 1 et 2, dans les projets RISCA, où là il y a les travaux ont montré qu'il y avait comme une influence de l'encépagement. On sait très bien, il y a des cépages qui extériorisent plus ou moins les symptômes, influence de l'âge de la parcelle, également de la nature de l'occupation du sol.
Et puis, comme viennent de vous le présenter Claire et Margot, donc il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années sur l'amélioration des méthodes de lutte contre la cicadelle en bio, donc soit avec l'optimisation des applications de pyrètres naturels, soit avec la recherche de produits alternatifs. Alors des projets, enfin, des travaux aussi à une autre échelle. Donc notamment, il y a eu des travaux de l'INRAE, donc l'UMR Césaire, qui travaille plus sur des approches économiques. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous avez des questions, nous avons le plaisir d'avoir Jean Sauveur qui est connecté, donc il pourra répondre à vos questions. Donc dans le projet RISCA qui est terminé, les travaux portaient sur l'analyse économique des différentes stratégies de lutte contre la flavescence dorée. Et puis dans le projet RISCA 2, c'est une modélisation économique de l'arbitrage entre la prospection et les traitements de lutte contre, traitements insecticides. Donc voir effectivement entre les deux stratégies à grande échelle, laquelle serait la plus pertinente. Autre projet en cours, donc le projet POM, qui est porté par les GEDON de Bordeaux avec différents partenaires. L'outil étant de développer une application mobile pour géocaliser les symptômes de jaunisse et plus largement de maladies émergentes. D'autres projets aussi, donc financés, donc là dans le cadre d'un projet ANR, donc le développement d'un outil de décision pour cibler les zones à prospecter. Encore une fois, on commence à connaître les facteurs de risque de l'environnement qui peuvent influencer la dynamique de la maladie. Donc l'idée, c'est de compiler ces différents facteurs de risque pour hiérarchiser les zones de risque et optimiser les prospections. Et puis donc un travail financé par l'interprofession des vins de Bordeaux sur le zonage de l'émergence des larves, parce qu'actuellement les arrêtés préfectoraux donnent des zones assez larges pour le déclenchement des traitements. Donc là, l'idée de ce projet, ce serait d'affiner le zonage d'émergence des larves pour optimiser le positionnement des traitements. Donc je suis passé très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de travaux, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout le monde. Donc pour aller plus loin, vous pouvez consulter la site des différents partenaires. Et bien évidemment, donc la majorité de ces projets sont financés dans le cadre du plan national de dépérissement du vignoble. Donc vous avez des pages dédiées sur. Bon là, je vous ai mis quelques exemples de pages qui concernent la flavescence dorée, et vous avez le détail de nombreuses expérimentations sur ce site internet qui est vraiment une mine d'informations sur la flavescence dorée. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je prendrai les questions s'il y en a. Du coup, merci Nicolas pour ton intervention. On va passer aux questions. Là, il y a pas mal de questions, notamment sur la partie efficacité des traitements. Et après, j'ai noté des questions sur les œufs. On va commencer déjà sur l'efficacité des traitements. Donc tout d'abord, comment calculez-vous le taux d'efficacité du Pyrévert dans vos essais? Est-ce que vous comparez avec un témoin non traité ou alors avec un insecticide chimique? Là, alors, je commence peut-être du coup. Alors oui, nous, on a toujours un témoin non traité avec. On fait jamais avec un insecticide chimique pour le coup, ou non chimique. C'est toujours par rapport au témoin non traité, simplement. Ouais. Idem chez Sylvain Bio. Très bien. Du coup, autre question, notamment pour Claire dans les travaux que tu as présentés. Est-ce que 71% d'efficacité, c'est suffisant pour limiter la propagation de la flavescence dorée? Et la personne précise que tout à l'heure, on a présenté qu'il fallait avoir plutôt 0 cicadelle. Alors, idéalement, oui, il faut avoir 0 cicadelle pour la transmission. Alors, effectivement, j'ai peut-être oublié de préciser ça dans l'aménagement de la lutte contre la flavescence dorée, mais les parcelles qui peuvent prétendre à l'aménagement de la lutte, ce sont des parcelles qui n'ont pas de cèpe infecté. Donc, des parcelles qui ont une population de cicadelles éventuellement, mais pas la présence du phytoplasme. S'il y a présence du phytoplasme, effectivement, on va viser le 0 cicadelle, donc là, il n'y a pas d'aménagement possible. Très bien. Une question très importante aussi, est-ce qu'il y a des alternatives au Pyrévert, des traitements obligatoires? Parce que là, vous avez présenté, tu as présenté notamment Claire des expérimentations avec
de nombreux produits alternatifs, avec certains avec des efficacités prometteuses. Malgré tout, est-ce qu'il y a des alternatives au Pyrévert pour les traitements obligatoires? Alors légalement, pour le moment, non, il n'y a que le Pyrévert qui est autorisé contre la flavescence, contre la cicadelle de la flavescence dorée. C'est en travail. Une autre question pour toi, Margot, sur pour la cinétique de dégradation des produits. Est-ce qu'il y a un lien entre l'efficacité du traitement et la cinétique de dégradation du produit? Parce que là, tu as démontré que ça se dégradait moins sur les faces supérieures et que les larves étaient plutôt sur les faces inférieures. Donc voilà, est-ce que vous avez vu un lien là-dessus? Alors, pas vraiment, justement, on a essayé de le chercher, c'est pour ça qu'on a fait cet essai-là, mais c'est vrai que on a eu un peu de mal à expliquer avec ce résultat-là pourquoi voilà, on a ces différences-là. Donc, désolée. Okay. Et après, il y a une question par rapport aux produits de traitement. Est-ce que vous avez étudié aussi les conditions de stockage, notamment pour évaluer la stabilité des produits? Alors, pardon. Vas-y, Claire. Ok. Alors, nous, on n'a pas évalué du coup les conditions de stockage. Par contre, on a évalué le temps que pouvait mettre le produit à se retrier en fait une fois installé dans le pulvérisateur. Donc, on a des produits qui vont effectivement avoir tendance des fois à déposer directement, à floculer des fois plus facilement que d'autres. Donc, et pour le Pyrévert, du coup, on avait en effet testé sur des bidons d'une année sur l'autre, mais fermés, parce que voilà, souvent on dit qu'il faut les utiliser rapidement. Il n'y avait pas de, voilà, il n'y a pas de problème. On peut réutiliser pas réutiliser, mais en tout cas utiliser un produit un bidon qu'on n'a pas ouvert l'année d'après sans problème. Sur les conditions d'efficacité du Pyrévert, est-ce que vous avez regardé ou est-ce que vous prévoyez de regarder le redox de la bouillie? Alors ça, jusqu'à présent, non, on n'a pas regardé. Mais c'est une possibilité, oui, pour une amélioration du protocole. Pose la question aussi, est-ce qu'on peut envisager l'homologation de certaines spécialités alternatives contre la cicadelle? Alors, dans l'idéal, oui. Après, ça demande aussi d'avoir des tests par d'autres organismes parce qu'on ne peut pas se fier à un seul organisme, comme je le disais, en plus à des tests qui sont réalisés qu'en Dordogne. On est sur une lutte qui se fait à l'échelle nationale aussi, donc on a besoin de quelque chose qui soit vraiment validé par plusieurs personnes, du coup. Donc, il y a encore du travail de ce côté-là, mais on espère pouvoir arriver à ça un jour. Sachant que pour homologuer un produit, il faut des essais par des organismes qui sont certifiés BPE. Tout à fait. Voilà, il faudra le faire. Au passage, je me permets de rebondir sur une remarque. C'est plus une remarque qu'une question qui a été formulée dans la série des questions. Effectivement, donc à l'IFV, on a testé un produit de biocontrôle donc cette année avec des résultats qui étaient plutôt encourageants, voire très encourageants, qui étaient équivalents au pyrètre naturel. Bon, ceci dit, le niveau de population dans l'expérimentation était très faible et en dessous du niveau qui permet de valider l'essai. Mais donc c'était quand même une piste intéressante et je pense que ça mériterait effectivement que ce produit soit à nouveau retesté. Sachant que voilà, les produits alternatifs, on s'aperçoit, bon, comme ça a été évoqué par Claire et Margot, on a souvent pas mal de variabilité d'efficacité, donc c'est important d'avoir une consolidation des résultats sur plusieurs années, dans plusieurs contextes, notamment des niveaux de pression différentes, des conditions pédoclimatiques probablement différentes, mais Par rapport au traitement, il y a deux questions concernant, on va dire, le volume d'eau pour les traitements par hectare, et aussi une autre question qui demande si
pris en compte la concentration en produit dans ces volumes pour les traitements. Si quelqu'un a fait des essais là-dessus. Alors, c'est-à-dire la concentration du produit dans le volume. Parce que Si on l'a retiré du calcul du volume ou si on l'a inclus dedans, enfin, quel Dans volume quel hectare sens? est utilisé Oui. pour les traitements? Mhm. Ça, c'est la première des questions. Et du coup, si du coup, il y a un volume hectare qui est préconisé par rapport au traitement. Alors du coup, dans notre cas, en fonction des produits, on peut avoir des volumes hectares qui sont différents. On peut aller de 200 litres hectare à du 500 litres hectare sur nos essais. Ça dépend des produits. Voilà. Et si on se concentre sur le Pyrévert, est-ce que du coup il y a un volume hectare? Alors pour le Pyrévert, nous justement cette année on a fait un essai avec différentes volumes de bouillie, donc plutôt faible 150 200 litres hectare et plus de 500 litres hectare. On avait une meilleure efficacité sur les quantités de bouillie plus faibles. Alors voilà, bon, on n'a pas encore trop d'explications. C'était un essai, une parcelle, donc on va le remettre, enfin on va le réétudier l'année prochaine. Bon, on a quand même émis l'hypothèse qu'on avait quand même sûrement un peu de lessivage dans la modalité plus de 500 litres hectare, quoi. Antoine, dans le Libournais, vous avez eu des essais là-dessus sur le volume hectare? Non, on considère généralement qu'il ne faut pas trop réduire. Donc, c'est vrai que c'est intéressant la remarque de Margot, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un effet mouillant. Mais on n'a pas d'essai en lien avec ça. Ouais. Tant qu'on est sur les conditions d'utilisation, les possibilités de mélange avec le soufre et le cuivre, donc j'imagine avec le Pyrévert. C'est plutôt mieux de ne pas le mélanger, enfin de l'appliquer seul. Mais bon, c'est quand même possible de le faire. Et avec le soufre, faut quand même être attentif aux brûlures en cas de forte chaleur. Alors de notre côté, du coup, il n'y a pas eu de test encore bien cadré là-dessus. Il y a eu apparemment des tests qui ont été faits il y a un certain temps, mais du coup qui étaient avec des résultats très variables qui avaient l'air de sous-entendre que c'était plus la spécialité mélangée avec le Pyrévert qui avait un effet que si c'était du cuivre ou du soufre. Donc il y a peut-être un effet véritablement spécialité commerciale. C'est également quelque chose qu'on aimerait pouvoir tester à un moment donné, mais pour le moment, on n'a pas encore eu les moyens et le temps pour faire ça. Oui, il y a une remarque que les brûlures, enfin le Pyrévert plus le soufre brûle les apex, effectivement, notamment quand il fait chaud. Des questions sur y a-t-il des projets de recherche sur la confusion sexuelle? La cicadelle. Je sais pas qui veut répondre. Antoine, t'as l'air parti. Donc effectivement, il y a des recherches en cours en Italie. Donc moi, j'ai quand même que très vaguement connaissance liées à des essais de confusion vibratoire, c'est-à-dire que les cicadelles le mâle et la femelle s'attirent en claquant des ailes, hein. Et donc, en essai de laboratoire, il est possible de perturber la rencontre des mâles et des femelles en émettant des vibrations qui permettent d'empêcher cette rencontre. Ça marche bien en situation contrôlée. Et par contre, dans parcelle, la difficulté, bien évidemment, c'est de pouvoir propager ces ondes dans le milieu naturel. Donc, moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu d'essai en conditions réelles. Donc, c'est voilà. L'approche, l'idée fonctionnerait en théorie. En pratique, pour le moment, je n'ai jamais vu d'essai voilà, au champ. Mais on espère Margot, que ça arrivera. je pense que tu as eu des... Oui, alors j'ai eu quelques infos. En Italie, il y a les essais sont passés au champ. C'est vrai que la difficulté, c'est que l'onde puisse se répandre sur 50 mètres. Et généralement, en plein champ, ils n'arrivent pas à la faire aller jusqu'à plus de 20 ou 30 mètres. Donc,
voilà, c'est encore à l'état de test sur des parcelles en Italie, mais bon, c'est pas encore d'actualité en France. Très bien. J'avais noté une question sur les œufs. Donc du coup, est-ce que vous pouvez préciser où est-ce que les cicadelles pondent leurs œufs? Et la deuxième question, c'est est-ce que du coup le broyage des bois de taille a un rôle et va éliminer ces œufs? Ou est-ce qu'au contraire, je prolonge, il y a d'autres questions sur le sujet, ou est-ce qu'au contraire, il faut sortir les bois ou les brûler pour éviter les contaminations? Alors, le lieu de ponte privilégié, c'est le bois de 2 ans, mais on peut retrouver des œufs insérés sur tout type de bois au niveau du cep. Et alors, par contre, sur le broyage, sur la taille, là, je sèche, je sais pas du tout si broyer les bois a un effet ou pas. Sachant que, bon, de toute façon, on boira pas tous les bois hein, qui hébergent des œufs, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, je crois, Nicolas, toi, que tu avais, non, fait des études là-dessus. Tu as un complément peut-être? Oui, ce qu'on avait montré, c'est que, alors il y a pas de, on avait mis effectivement des ceps d'habiter en différents morceaux dans des boîtes d'éclosoirs. Donc, on avait confirmé qu'il n'y avait pas de ponte sur les bois de l'année, hein, sur les serments de l'année, il n'y a pas d'œuf. Par contre, sur tous les vieux bois, oui, potentiellement, avec, comme je l'ai évoqué rapidement dans mon intervention, majoritairement, enfin quand on est en cordon, majoritairement sur le cordon justement, sur la tête de souche et à la base de l'insertion des sarments. Par rapport donc du coup, si par rapport au broyage des sarments, si on voit que des sarments de l'année, déjà si les sarments sont broyés, je pense que les œufs vont moyennement apprécier. Donc, puis après, si on voit quand même principalement des sarments de l'année, donc là où on n'a pas d'œufs, donc le risque est quand même... il n'y a pas de risque de laisser de l'inoculum si on prend les sarments sur place. Il y avait une question aussi très générale, donc là je passe la parole à Antoine. Est-ce qu'il existe des jets d'eau uniquement en Gironde ou est-ce qu'il y en a dans d'autres vignobles? Non, non, il y en a dans d'autres vignobles, hein. Alors, les jets d'eau sont pas spécifiques de la lutte contre la flavescence dorée. C'est un organisme professionnel qui est prévu par le code rural et vous en avez dans beaucoup de départements, y compris qui travaillent sur des maladies de quarantaine en dehors du spectre purement viticole et puis et qui travaillent également hors dehors du champ des maladies de quarantaine. Donc vous en avez en Bourgogne, vous en avez en Occitanie, des jets d'eau viticoles hein, sur la flavescence dorée. Et il y en a sûrement également dans d'autres départements que je ne connais pas. Donc voilà, il y en a de nombreux en France en fait. On est sur la lancée de différence entre Gédon et Frédon, voire Fédon quelquefois dans certains départements il y a des Fédons. Peut nous mettre à plat. Alors ouais, alors c'est des différences en fait d'organisation, on va dire spatiale. Donc le GEDON, hein, c'est à une échelle qui part de la commune et qui peut aller sur un ensemble de communes, mais qui ne dépasse pas le département. Au-dessus, l'échelle, c'est l'échelle de la FDGEDON, donc la Fédération départementale des GEDON. Puis quand on passe à la région, on passe à la FREDON, donc R comme région, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. Et ensuite, il y a des différences de financement, c'est-à-dire que les FREDON sont généralement dotés majoritairement par des financements publics provenant de la DRAF, du service régional de l'alimentation, qui peut également contractualiser avec les fédérations départementales, alors que les GEDON, ce sont des groupements de producteurs qui sont financés majoritairement de façon privée, mais qui par contre adhèrent hein, à l'organisation fédération départementale, fédération régionale. Voilà. Donc c'est une structuration à la fois spatiale et financière du privé au public, quoi. Merci, tu avais anticipé la question suivante. Du coup, il y a une question sur est-ce que le pyrévert peut venir perturber les produits antimildiou comme le cuivre et le soufre, donc baisser leur efficacité. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Alors, je crois pas qu'il y ait d'essai véritablement pour vérifier ça, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de signalement de soucis dans l'efficacité du cuivre ou du soufre lié au pyrévert. C'est souvent plutôt dans l'autre sens. À voir si d'autres ont plus de billes.
Non, pas à ma connaissance, hein. Effectivement, on regarde plus l'éventuel impact dans l'autre sens qu'on a évoqué précédemment, mais dans le sens de perturber l'efficacité du cuivre avec le pyrètre, ça n'a pas été étudié à mon avis. Bon, 17h33, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vous remercie de votre participation et de votre intérêt pour ce webinaire. Sachez que dans le cadre de la commission viticulture œnologie bio de l'IAV ITAB, on envisage déjà on organise déjà le prochain webinaire qui aura lieu au printemps 2024, donc on n'a pas encore les dates exactes. Ce sera sur la phytoremédiation du cuivre dans les sols, une question qui est souvent, que nous posent assez fréquemment les vignerons. Donc ce sera la prochaine étape. Donc je vous remercie de votre... Ah, je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Non, c'est bon. Donc merci à vous.